deuxième présentation et on prendra des questions ensemble à la fin. Donc Sarah Abba de l'hôpital Cognac-G. Bonjour à tous, merci de m'avoir présenté. Je vous remercie de nous avoir donné l'occasion de présenter notre programme d'éducation thérapeutique dans notre service pour le lymphodème primaire. Alors, je vais commencer par quelques chiffres. Bien sûr, on va parler que du lymphodème primaire. En 2021, on a eu 1054 consultations, dont 250 nouveaux patients et 90 patients moins de 18 ans. 175 patients étaient hospitalisés en 2021 et 44 ont participé à notre programme d'éducation thérapeutique. C'est un programme qui est autorisé depuis 2011. Donc, on a plusieurs intervenants, IDE, médecins, kinésithérapeutes, diététiciens, psychologues. Et on a notre patiente experte qui participe régulièrement et qui permet de nous donner des retours et qui participe aussi à la création des ateliers. Ils sont tous formés à l'éducation thérapeutique en 40 heures. Donc, le déroulement de notre programme. La première étape commence par la création de bilan éducatif du patient. C'est créé par une IDE. Après un consentement écrit du patient, c'est un entretien ouvert et personnalisé, individuel, qui permet d'identifier les freins, les besoins éducatifs, les leviers et surtout les projets du patient. Donc, le BEP il est présenté au staff ETP le vendredi qui suit l'entrée des patients. Donc, les patients ils sont hospitalisés pour 15 jours. C'est un staff qui est pluriprofessionnel, qui permet la validation des différents ateliers de patients, en fonction du BEP, bien sûr, et la création de son agenda. Le patient il participe aux ateliers ETP la semaine suivante, en fonction du programme personnalisé, en atelier collectif et ou en individuel. Et à la fin, on a une séance individuelle d'évaluation des compétences acquises par une kinésithérapeute et un médecin. Alors, le déroulement de notre programme, donc nos ateliers étaient créés pour répondre aux 3 dimensions, le savoir-faire, le savoir et le savoir-être de l'ETP. On a un atelier qui est animé par un médecin, c'est le tout savoir sur le lymphodème, qui se fait en 2 parties. La première partie, c'est le recueil des questions des patients, puis un échange sur les questions des patients, sur les différentes thématiques. Et enfin, on fait un résumé avec une synthèse sur les questions les plus importantes. 2 ateliers animés par les IDE. Mon bas, mon champ, c'est un échange avec les patients sur la compression élastique, l'entretien de la compression, le renouvellement, les différentes techniques d'enfilage et sur les soins de peau pour affirmer ça. Et en fait, après, un deuxième atelier qui est animé par les IDE, c'est l'automesure du lymphodème et qui permet d'échanger avec les patients sur les différentes techniques d'automesure, le matériel utilisé, l'intérêt et surtout l'indication. 3 ateliers animés par les kinésithérapeutes. Le premier atelier, mon bandage et moi, c'est un échange avec les patients sur la technique d'autobandage, les différentes bandes utilisées, l'intérêt des différentes couches, et ça permet aux patients de manipuler les bandes et de les autonomiser. Et après, il y a la pratique en individuel. Deuxième atelier, autobandage des doigts et de la main. C'est un échange avec les patients sur les différentes étapes de bandage des doigts et de la main et surtout l'indication de ce type de bandage. Le troisième atelier animé par les kinésithérapeutes, je surveille mon lymphodème. C'est une évaluation des connaissances acquises dans l'atelier automesure. C'est la suite de l'atelier qui a été fait initialement par les IDE. 2 ateliers qui sont faits par la diététicienne. C'est des ateliers collectifs en utilisant plusieurs supports. Donc le premier, c'est « Mais qu'est-ce qu'on mange ?» C'est un atelier qui permet de faire le lien entre la prise de poids et l'augmentation du volume de lymphodème, de travailler sur les différentes croyances des patients en utilisant la photoexpression. Et le deuxième atelier qui est divisé en 2 parties. La première partie, la marguerite de l'équilibre alimentaire, où le patient il travaille sur les différents groupes d'aliments. Puis en deuxième partie, un menu presque parfait. Et c'est à l'aide des différentes plaquettes
Et il crée un menu équilibré avec la diététicienne. Et puis, il y a un atelier individuel avec la diététicienne pour discuter les différentes étapes. Alors, hors du champ de l'ETP, et pour le savoir-être, on a le groupe du Parole. C'est un atelier qui est animé par une psychologue en utilisant plusieurs outils. C'est un échange sur la représentation du lymphœdème par les patients. C'est un croisement des différents points de vue en utilisant les photolangages. Et on a la dramathérapie avec les différents outils de la dramathérapie qui sont utilisés actuellement pour un but de valoriser les compétences du patient, l'affirmation du soi, explorer ses émotions et exprimer son vécu. Alors, mon séjour thérapeutique d'enfant, c'est une autre façon de pratiquer l'ETP. Donc, on a appelé l'atelier Mon lymphœdème en vacances. Ça a été créé en 2018 et depuis pratiqué annuellement pour des enfants d'âge homogène entre 10 et 14 ans, encadré par une équipe pluriprofessionnelle pour réaliser l'ETP adapté avec des activités ludiques, artistiques et créatives sur la prise en charge du lymphœdème. Donc, je vous présente notre Olymphe, notre mascotte qui a été nommée par les enfants au cours de leur séjour thérapeutique et qui les a accompagnés. Donc là, c'est quelques photos qui étaient prises pendant leur séjour thérapeutique. Donc chaque année, c'est une thématique. Et c'est des photos qui étaient prises par les enfants, donc que ce soit en atelier ou les bandages qui étaient faits par eux-mêmes et coloriés par eux-mêmes. Et c'est notre... voilà. En conclusion et en perspective, donc l'éducation thérapeutique est indispensable pour la prise en charge du lymphœdème primaire, avec une satisfaction très élevée, que ce soit par les patients ou pour les soignants. En évolution du programme et en perspective, c'est plutôt le développement du EETP en utilisant l'outil Bernabé. Voilà, je vous remercie. Alors, on continue avec la dernière présentation qui vient de Grenoble, Robin Caillé. Voilà. Super, on est impressionnés, hein, en tous les cas. Merci beaucoup pour l'opportunité de cette intervention. Moi, j'interviens ici aujourd'hui en tant que directeur du pôle d'éducation thérapeutique de la MRSI. Donc en fait, on n'est pas une structure hospitalière, comme j'ai l'impression que c'est un peu le cas là, majoritairement aujourd'hui. Donc j'ai voulu faire un petit point sur déjà qu'est-ce que la MRSI. Donc c'est une structure qui s'appelle Maison Ressources Santé en Isère, anciennement Maison des Réseaux de Santé de l'Isère. Et elle a 3 objectifs, c'est venir soutenir les professionnels des secteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux dans l'organisation des parcours de santé complexes. Donc à ce titre-là, le lymphœdème en fait partie. On accompagne également les usagers du système de santé, donc les patients et les patientes, pour devenir acteurs de leur parcours de santé. Donc ça, c'est une prérogative à l'ETP. Et enfin, on va venir déployer des actions sur le territoire pour aider à la coopération et au décloisonnement des acteurs de ce système-là pour une approche globale de la santé. Donc on est une grosse structure d'à peu près 120 salariés et le pôle ETP donc, représente à peu près 17 personnes, donc c'est 12 équivalents temps plein. On a la chance d'avoir 2 secrétaires, ça je me rends compte que c'est un luxe. Et puis donc on a beaucoup d'infirmières qui sont formées en ETP, on a une diète, une psychologue, un médecin, 2 pharmaciens. Et donc nos objectifs, c'est promouvoir l'ETP sur le territoire de l'Isère, c'est faciliter l'accès à l'ETP en ambulatoire, ça c'est donc quelque chose qui nous est propre. Et enfin, c'est renforcer l'accompagnement des patients dans leur parcours de santé complexe. Donc l'activité du pôle, comme on l'a dit, c'est un soutien opérationnel à la mise en œuvre des programmes d'éducation thérapeutique. Et là, je peux encourager, je ne sais plus le nom de la personne qui souhaitait un soutien, mais les UTEP pour nous ont été très utiles dans la mise en œuvre de nos programmes. On fait également de la formation 40 heures de niveau 1 pour l'ensemble des professionnels libéraux sur le territoire. Et grâce à ça, on arrive à avoir un maillage extrêmement important de pro-libéraux sur lesquels on s'appuie ensuite pour faire des entretiens d'éducation thérapeutique. Donc le recrutement il s'effectue aussi par eux. Et enfin, on anime et on coordonne donc les programmes qui sont déposés et financés par l'ARS de Laura, qui est assez généreuse et avec qui on peut facilement discuter. Donc ça, c'est aussi un plaisir. Donc parmi les programmes d'ETP, vous voyez que les pathologies, elles sont assez diverses.
On va venir traiter aujourd'hui surtout du vivre avec un lymphodème, mais on traite de l'insuffisance cardiaque, du diabète, de l'hormonothérapie. On a des programmes sur l'artériopathie des membres inférieurs, les AVC, etc. Alors, comment ça se passe du coup chez nous? En fait, donc, le programme Vivre avec un lymphodème, c'est pour les patients qui sont atteints d'un lymphodème primaire ou secondaire. Ils sont inclus dans le même programme. En moyenne, c'est 50 inclusions par an. L'année la plus compliquée, c'est évidemment l'année Covid, où on est tombé à une vingtaine de patients. Mais actuellement, là, pour 2022, on va terminer sur environ 70 inclusions pour une année. Et donc, le coordinateur du projet, c'est professeur Sophie Blaise, qui est en médecine vasculaire du coup au CHU à Grenoble. Alors, le parcours, il s'effectue de la façon suivante. Les patients nous sont adressés par un médecin, un kiné libéral ou autre. Ils peuvent aussi venir d'eux-mêmes. Et donc, on va faire un bilan éducatif partagé pour poser les besoins et les objectifs de santé. Et ensuite, ça va être à la carte. Donc, il y a différents ateliers qui sont proposés. Il y a des ateliers qu'on dit spécifiques, donc propres à la pathologie du lymphodème, et les ateliers transverses. Je ne vous les listerai pas aujourd'hui parce qu'il y en a plus d'une trentaine, donc c'est assez conséquent. Et en gros, on va vraiment définir avec le patient ce dont il a besoin. On le reverra dans un second temps en individuel pour un bilan qu'on dit intermédiaire, qui peut devenir en fait un bilan final si le patient souhaite sortir du programme. Il n'y a pas d'engagement dans la durée, il n'y a pas de délai d'engagement spécifique. Voilà, donc ça c'est pour le parcours. Donc le bilan initial qui est mis en place assez rapidement, en général il y a un délai de 15 jours entre la demande d'inclusion et au moment où le patient, on arrive à le voir. Les ateliers, on le revoit en BEP intermédiaire et comme ça on arrive du coup à créer des séances individuelles et collectives et à un moment donné c'est le patient qui nous dit là je veux sortir du programme. Donc pour les ateliers spécifiques, le premier c'est prendre soin de sa peau avec Sophie Blaise qui va venir faire un état des lieux sur l'information médicale de la pathologie du lymphodème et une vigilance par rapport à l'érysipèle. Ensuite, c'est un groupe d'échange qui est organisé du coup par une infirmière et Marie-Agnès qui est une patiente ressource, qui est la patiente ressource dédiée au programme du lymphodème. Cécile Richaud, donc, qui a été aussi nommée dans l'étude qui est passée juste avant, qui fait un état de lieu sur le parcours de soins par rapport au lymphodème, où souvent même les médecins généralistes sont assez démunis par rapport à la prise en charge du lymphodème. Donc Cécile pose les bases sur ce qui est possible et on est en collaboration avec le CHU Sud, pour lequel il y a un service de rééducation justement par rapport au lymphodème, sur les cures intensives. Karima intervient sur la contention, elle fait un état des lieux sur ce qui existe actuellement sur le marché et comment choisir une bonne contention. Véronique et Brigitte, avec Émilie, viennent faire de l'autobandage. Et là, on est spécifique. On distingue vraiment le membre supérieur, le membre inférieur, le distal. Et enfin, Emmanuel fait des cours de yoga et de relaxation spécifiques pour les personnes atteintes de lymphodème. Donc les séances individuelles, elles se font ou au sein de la MRSI, donc dans nos propres locaux. Sinon, on peut aussi faire des relais avec les libéraux. Et dans ces cas-là, on les finance, notamment au niveau des diététiciennes et des psychologues. Voilà, on a la chance de pouvoir donner cette opportunité-là aussi aux libéraux de monter en compétences et de s'inscrire dans un programme de TP eux aussi à part entière. Et on a du coup Michel Fontaine qui est un médecin du coup tabacologue sur l'arrêt du tabac. Le programme évidemment, il est évalué. Il est évalué de la façon suivante, c'est avec les patients. Donc lors des entretiens intermédiaires ou finaux, on fait un état des lieux sur ce qui leur a plu au niveau des ateliers, sur ce qu'ils aimeraient voir améliorer et puis à ce moment-là, on fait une évaluation des besoins. On fait aussi une évaluation annuelle en interne. Donc là, on se réunit aussi avec les gens qui ne sont pas forcément au sein de la MRSI en tant que salariés, mais sur les professionnels libéraux qui viennent nous faire leur retour. Et enfin, il y a l'évaluation quadriennale qui est devenue obligatoire. Voilà, pour nous contacter, je vous ai mis à ce niveau-là. Pour vous dire aussi que la visio, pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas évident à gérer, surtout sur le format hybride. On se rend compte que quand les patients en atelier collectif sont à la fois en présentiel et en distanciel, notamment sur les groupes d'échange, c'est pas si évident que ça. Donc on a fait le choix en fait de distinguer vraiment les ateliers visio 100% et les ateliers présentiels 100%. Et voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde peut revenir devant là pour qu'on puisse faire la série des questions, des remarques et autres? C'est très intéressant de voir les uns et les autres, les uns derrière les autres, pour voir comment est-ce que les différents problèmes sont abordés et les différentes solutions trouvées. Des questions, remarques, peut-être les uns pour les autres déjà. Vous avez peut-être des questions les uns pour les autres, non? En vous écoutant les uns les autres. Pour parler justement pour les enfants,
En termes logistiques, la semaine, comment ça se passe? En fait, ils font les allers-retours tous les jours, ils sont hébergés dans des maisons d'accueil pour les patients? En fait, ça se fait dans une villa, ça s'appelle la Villa Margherita. En fait, c'est un séjour, c'est une semaine complète où ils sont dans une villa à côté d'une mer, enfin de la plage. Et en fait, tous les ateliers se font là-bas et ils sont accompagnés par une équipe pluriprofessionnelle, c'est-à-dire il y a un médecin, une infirmière, un kiné, un APA, éducateur APA. Et puis ils font plusieurs ateliers, que ce soit de l'activité physique ou autre, géré dans cette villa. En fait, c'est en partie par... ouais. Pour le financement? Alors, peut-être je laisse le docteur Vin répondre au financement et il saura mieux vous répondre que moi. Nous avons la chance que c'est la fondation Cunagé qui possède une villa au bord de la mer, la Villa Marguerite. Et donc, il nous la prête, entre guillemets. Donc, il finance l'hébergement des enfants. Et on demande une participation de 200 € aux parents pour la semaine. C'est tout. Pour tout l'encadrement activité, tout est compris dans ces 200 €. Voilà, pour participer au financement, c'est tout. Bravo. Le trajet, les parents les amènent et les ramènent sur place. Donc mais ils profitent, les parents, de venir en vacances à proximité, souvent ils nous le disent. Une question. Moi, j'avais une question sur la structure de l'Isère, là. Vous êtes financé par qui? J'ai pas bien compris. Alors en fait, on est financé uniquement par l'ARS. C'est l'ARS qui finance tous ces ETP, Ouais, qui finance les consultations diète, psycho, etc. C'est l'ARS Rhône-Alpes. Absolument, ouais. L'ARS Rhône-Alpes en fait finance la participation on va dire interne aux ateliers et en plus dégage des enveloppes pour justement les consultations des libéraux. Donc on a des enveloppes dédiées aux actes dérogatoires pour venir payer les libéraux. Donc les libéraux formés à l'ETP, c'est eux qui font les BEP dont vous parlez. Absolument. Voilà. Et ils sont financés à quelle hauteur pour faire ces BEP? Alors c'est nous qui les payons, c'est 2 fois 35, enfin c'est 35 € par séance et c'est 40 € pour les psychologues. D'accord. Mais c'est incroyable ça. Ouais. Ah, tout est possible. Je ne reviens pas. Oui. C'est quoi le lien avec l'ARS? Alors le lien en fait, pour rien vous cacher, on les avait jamais rencontrés, on les a rencontrés il y a 1 mois de ça. Et ils nous ont annoncé en plus qu'ils augmentaient les enveloppes. Non, mais il y a un truc, c'est pas possible. Ah, il y a un truc. Franchement, il y a un conflit d'intérêts. Il faut peut-être les rencontrer. Alors, faut peut-être les rencontrer. À savoir que du coup, vu qu'on fait partie donc, de la MRSI, qui est en fait une fusion de plusieurs réseaux de santé, l'ARS en fait dégage des enveloppes sur les DAC, dispositifs d'accompagnement de parcours de santé complexe. Et en fait, on vient aussi prendre un peu d'argent dans cette grosse enveloppe-là. Mais c'est quoi la MRSI, ces grands réseaux de santé? En fait, c'était des réseaux de santé dédiés, par exemple, à l'obésité pédiatrique, à la prévention des hépatites. Et maintenant, en fait, voilà, on a tous fusionné. Et en fusionnant, on a réussi à dégager des temps d'éducation thérapeutique où maintenant les gens ne font que ça. D'accord. Donc en fait, on vient prendre un peu d'argent dans cette grosse enveloppe, mais nous-mêmes. Un peu beaucoup parce que 17 ETP. Bon, on a un budget à 300 000 € à peu près par an. D'accord, c'est un peu beaucoup, quoi. Peut-être que vous pourriez nous faire part de quelle enveloppe il s'agit, etc. Si vous acceptiez de nous faire, je sais pas, sur une demi-page, pour qu'on puisse, nous, au niveau de la filière, diffuser ça aux autres, et ça donnera peut-être des idées. Au niveau de l'ARS aussi. Non, mais là, après, oui, mais d'abord collecter l'affaire, bien sûr, au niveau des ARS. D'autres questions? Oui. Non, attention. Ah, voilà. À votre connaissance, vous êtes les seuls en France ou il y en a d'autres des MRSI? Enfin, il n'y aura pas il n'y a pas l'Isère. Ouais. Est-ce qu'il y en a ailleurs? Oui, il y en a en Savoie aussi. Ah bah c'est pareil. Mais alors... C'est les montagnards qui sont avantagés. Les montagnards. Sur le reste de la France, je n'ai pas idée. J'ai ouï dire qu'en Bretagne, il y avait ce genre de structure, mais je ne me suis pas renseigné plus que ça, j'avoue. On va se renseigner. Oui, ça y est, les questions fusent, ça commence. Derrière, oui. Oui, je pense qu'en Normandie, on a Planète Patient, qui doit être similaire à votre structure. Vous pouvez nous envoyer les coordonnées aussi, pour qu'on puisse mettre ça au niveau de la filière, voir si on a moyen de tirer parti de ce qu'il y a de plus en plus d'ARS qui font ça, pour que celles qui ne l'ont pas encore fait le fassent. Oui, le micro.
J'avais d'abord une remarque, enfin, je n'ai pas commencé à faire de l'ETP, mais j'ai l'intention d'en faire. Mais mes collègues de l'hôpital qui en ont fait sous-entendent que les budgets que l'ARS donne à l'hôpital parfois disparaissent dans les finances de l'hôpital et n'arrivent pas forcément aux personnes qui mettent en œuvre les programmes d'ETP. Voilà, je ne sais pas si vous avez la même expérience. Vous voulez des commentaires là-dessus? Voilà. Alors, on va dire que c'est pas tout à fait spécifique des programmes de TP. Ouais. Ah oui, en général. Que c'est, je pense, un problème absolument général. Et que ça témoigne encore plus de la bonne volonté des gens qui font de l'ETP. Donc, il faut vous y préparer psychologiquement. Oui. Et j'avais une question, c'était cet outil Bernabé, là, j'ai pas trop compris ce que c'était. De quoi, Madame a parlé de Bernabé, en fait, c'est une plateforme pour pouvoir faire le TP en visio. Et c'est plus cadré, en fait. C'est dans un format plus cadré. Il n'y a pas de problématique. Ça reste toujours encadré par rapport aux patients. C'est une perspective. Donc, nous, on a essayé d'écrire le programme et de le faire. Ce n'est pas encore validé. Mais c'est payant, non? C'est ça oui, Bernabé aussi, mais la plateforme. Oui, moi j'étais impressionné par tous les outils que vous citiez. Et ça serait peut-être bien qu'on ait une espèce de liste de ces outils-là pour qu'on puisse les mettre à disposition des autres si besoin. Parce que quand même, le but de la journée, c'est d'échanger. Donc si vous avez des outils et des choses comme ça, vous Guillaume, pour Bernabé.io, c'est une start-up qui utilise Zoom comme pour la communication, mais qui customise, enfin là aussi encore un mot, qui adapte à chaque programme ce qu'on veut y mettre dedans. On peut faire des paperboards, on peut faire des choses, des quiz en ligne avec un groupe, et donc c'est quelque chose c'est un des outils dédiés à la IETP. Il faut savoir aussi, si on veut aller plus loin, on va se former, nous, à la IETP. Donc maintenant, il y a des formations ETP, mais maintenant, il y a des formateurs qui vous forment à la IETP, parce qu'il faut adapter les programmes d'ETP. Ce n'est pas exactement pareil de faire de la EETP. On peut modifier les programmes. Et donc maintenant, on peut se former. Il y a des organismes qui vous forment à la IETP. Ça y est, ça démarre. Donc nous, on va entendre ça cet après-midi. C'est bien de faire un petit pitch. Là, on va voir comment ça se passe tout ça. J'ai une question pour ma consoeur de Montpellier. Est-ce que l'art-thérapie, c'est ouvert qu'aux enfants ou aussi aux adultes? Les sessions d'art-thérapie avaient été ouvertes uniquement aux enfants, en fait, dans le cadre des camps. Et donc, avec la publication qui a suivi, ça n'a pas été ouvert aux adultes. Et c'est vrai que, problématique de beaucoup de programmes, je pense, les démissions de personnel. Et donc, par exemple, on a une psychologue qui s'en va. Enfin, la psychologue de l'ETP s'en va, elle part en libéral définitivement. Donc, c'est toujours compliqué. Voilà. Et art-thérapie pour les enfants. On est demandeur de ces outils-là. Si vous pouvez les partager, ça serait bien. Moi, j'ai une question pour vous trois, qui est lymphodème primaire. C'était le titre de ce quoi vous parliez. Et je me suis demandé si ça avait un sens de faire de l'ETP primaire ou s'il fallait mettre primaire et secondaire ensemble par rapport au lymphodème. Alors nous, c'est 15% des patients, le primaire. Et donc, vous les mélangez ou bien vous faites des trucs spécifiques? On les mélange. Tout le monde les mélange? Bon, ben voilà, déjà un message qui est clair. Vous n'avez plus de problème de recrutement, ou le problème de recrutement est diminué, puisque vous avez affaire au lymphodème secondaire également. Juste Oui, les enfants, effectivement, c'est que du primaire. Juste une petite particularité, on a commencé depuis l'année dernière, mais c'était en distanciel, un webinaire avec un généticien, en fait, pour les lymphodèmes primaires. Donc, c'est un atelier auquel n'assistent que des patients, soit adultes, soit enfants avec leurs parents, qui ont un lymphodème primaire, voilà, pour adapter un petit peu plus à leurs particularités. Bien sûr. Pour vous dire aussi qu'on travaille avec des associations par rapport aux personnes en situation de migration ou d'exil. Et à ce titre-là, on a des patientes atteintes de lymphodème secondaire dû aux violences en fait, physiques qu'elles ont subies durant leur parcours de migration. Et donc, c'est des patientes qui ne parlent pas du tout français, qui communiquent à ce niveau-là aussi. Et donc, je rajoute une couche sur l'ARS. Ils ont des enveloppes sur les demandes d'interprétariat. Voilà. Non, on va se renseigner, on va se rendre compte que ça existe dans toute la France. Et là, je pourrais vous donner les coordonnées des services avec qui on est par rapport à ça. Voilà, on est demandeur. J'avais aussi une autre question-remarque. J'ai l'impression que
Les deux, là, c'est des patients qui sont hospitalisés pendant l'éducation thérapeutique. Est-ce que c'est le cas ou pas? Pour Montpellier, en fait, on a les deux situations. On a des patients en hôpital de jour, donc en fait, c'est 4 à 5 jours d'affilée. Et on a aussi des patients... Ouais. Non, pas pour les traitements intensifs et dans lesquels on cale l'éducation thérapeutique. Et on a certains patients qui viennent en externe ou alors via des webinaires. Donc, ils ne sont pas forcément tout le temps hospitalisés. Ça peut être de l'ambulatoire, enfin, je veux dire, externe, venant pour un atelier. Voilà. Bah pour Paris, pour l'instant, tous les patients sont hospitalisés pour bénéficier de l'éducation thérapeutique. Et on a notre programme d'hôpital de jour qui est écrit, mais pas encore mis en place. Mais c'est la perspective, en fait. Ok. D'autres questions? Sinon, moi, j'en ai toujours plein. Hein. Je vous préviens. Ça risque de durer. Non, moi, j'ai une question pour le réseau, là. Et j'ai vu qu'il y avait de la formation à l'éducation thérapeutique qui était proposée. C'est une formation gratuite ou c'est une formation payante? Ou c'est l'ARS merveilleuse qui... Non. L'ARS s'arrête là. Non, c'est une formation qui est payante, qui jusqu'à maintenant était financée par le DPC ou la FUFPL, mais qui va sauter, parce que du coup, donc, la formation 40 heures ne va plus être reconnue, donc il y aura une perte à ce niveau-là. Et nous, on offre la formation pour les patients qui veulent devenir patients experts, et on offre la formation pour les salariés de la MRSI qui souhaitent du coup se former à l'ETP. Et vous acceptez que les gens de votre région? Pas du tout. Tout le monde est le bienvenu. Et vous pouvez aussi venir observer les ateliers pour voir comment ça se passe chez nous. Ok. Autre question? Oui, ça y est, ça vient. Non, ben ça vous fait marcher. Une question pour la structure de l'Isère. Vous avez dit très rapidement, là, les 40 heures ne seront plus reconnues. C'est quoi ça? Jusqu'à présent, la formation 40 heures niveau 1 ETP, elle est financée par le DPC. Elle est reconnue comme étant prioritaire. Et en fait, elle ne le sera plus dans les budgets là, qui vont être alloués sur 2023. Donc, elle va sortir de ces enveloppes-là. Donc, les professionnels qui auraient accès jusqu'à maintenant n'auront plus accès, entre guillemets, financé jusqu'à maintenant, ce sera de leur poche. Donc, on va perdre une partie des pros qui auraient pu se former, qui ne pourront plus. Vous avez le deuxième micro, là? Juste une question, du coup, la consultation infirmière, par exemple, elle peut être financée par l'ARS? Parce que moi, jusqu'à présent, dans la santé, on avait une bonne partie qui était financée. Mais il y a quand même une partie qui ne l'était pas. Ça reste ou pas? Parce que du coup... Ça reste. Et en fait, on travaille avec les infirmières du groupe Azalée. Voilà. Et Azalée, ça marche extrêmement bien. Donc, quand les infirmières, elles ne sont pas directement rattachées à nous parce qu'elles sont venues se former chez nous, on est conventionné avec le Azalée, du coup, sur un territoire qui est un désert médical, quand il y a une infirmière Azalée avec un médecin traitant, elles sont, elles, payées par le dispositif Azalée. Et ça, c'est maintenu. Oui. J'ai pas tout à fait compris. Ça veut dire que, par exemple, au niveau d'un centre hospitalier, s'il y a une demande de formation pour l'ETP des professionnels qui y travaillent, l'hôpital ne peut plus inclure ça dans son programme de formation? Il le pourra, simplement, ce sera au niveau du financement. Là, moi, je ne maîtrise pas les enjeux des financements quand c'est des hospitaliers qui veulent venir, mais quand vous voulez passer par le DPC, vous ne pourrez plus être financé par les enveloppes du DPC. D'accord. Mais c'est le rationnel de cette... Aucun. Toutes les ARS sont au courant et elles se battent pour que l'ETP reste sur les actes de formation. Moi, je voulais intervenir par rapport au CHU de Montpellier, notamment sur les camps. Ça a particulièrement attiré mon attention, notamment sur la confiance en soi des enfants. Et je voulais savoir si c'est que pour les personnes qui logent autour de Montpellier ou si c'est ouvert pour tout le monde.
Alors, je vais vous en parler avec ce que je sais parce que je n'y étais pas. Les 2 camps qui ont eu lieu, donc un à Montpellier, un en Italie, n'étaient pas dédiés que aux enfants habitant dans la région de Montpellier, mais c'est essentiellement en fait, des patients qui étaient suivis sur le CHU. Après, c'est vrai que je pense comme pour Cognac-Jay, on draine des patients interrégions, en fait, comme on est 2 gros centres de prise en charge. Donc non, ce n'est pas dédié aux enfants uniquement d'une région en particulier. Mais ça avait été, les retours que j'ai eus pour en avoir discuté avec l'équipe, extrêmement plébiscité justement pour les rencontres. Il y avait dans le camp italien, si je ne me trompe pas, il y avait des patients étrangers également, hein, des enfants italiens qui étaient également présents. Et tout ce programme, il avait été fait en lien également avec une équipe anglaise qui est drivée par le professeur Christine Moffat. Voilà, donc c'est vraiment un projet, on va dire européen, en tout cas sur ces 2 camps qui avaient eu lieu. Merci. Et donc, quand est-ce qu'il y aura un autre camp? Est-ce que vous avez une idée? Enfin, ça m'intéresse par rapport à des patients, donc ça pourrait intéresser leurs enfants. Alors, j'ai pas de réponse. Clairement, là, on a repris les journées pour les enfants, donc qui avaient été très impactés par la période Covid. Je pense que c'est en projet de reprendre un camp, mais j'ai pas d'informations précises sur une date ou voilà. Et ce serait en projet, oui. Merci, je reviendrai vers vous. On vous tiendra au courant. Merci beaucoup. On est impressionné par le retour 10 ans plus tard et les conséquences que ça a eu. Hein. Donc on se demande si c'est pas quelque chose là. Enfin, moi, en vous écoutant, je me demandais si c'était pas quelque chose qu'il fallait essayer de développer dans d'autres pathologies. Si ça permet à des enfants de mieux vivre des situations difficiles et que 10 ans plus tard ils s'en trouvent mieux, peut-être qu'il faut qu'on fasse ça, pas simplement pour cette population-là, mais pour les autres enfants. À réfléchir. Hein. Le micro, c'est... Pour les séjours des enfants, il y a des contraintes. Hein. D'abord, nous, on fait un séjour délocalisé dans le sud, donc il faut prévenir la RS où ça se passe, puisqu'on ne sait pas la RS de Paris. Il faut les encadrants qui ont le diplôme obligatoirement, ce qui n'est pas le cas des médecins, pour encadrer les enfants. Il y a un nombre d'enfants limite, à partir de cas, il faut un 2e encadrant. Donc il y a des contraintes réglementaires qui sont assez complexes, qui rendent compliquée l'organisation du séjour. Nous, on l'a fait à 4 reprises, dont notamment en 2022, là. Et il faut vraiment s'encadrer. Il y a un gros travail de préparation pour faire ces séjours de 7 jours. Hein. Bah peut-être, enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on pourrait... Ça vaut peut-être la peine de s'y pencher un peu plus au niveau de la filière pour voir comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en place. Enfin, à discuter, mais quand on voit le retour qu'il y a 10 ans plus tard, on est impressionné quand même. Hein. Et les enfants qui ont participé quand ils avaient la tranche d'âge, quand on les revoit maintenant, ils ont passé le cap, ils voudraient y retourner absolument. Donc on pourrait imaginer des séjours 14-18. Vous voyez, mais pas de 10-14. Donc il y a une grosse demande de rencontrer d'autres enfants qui ont la même pathologie et d'en parler ensemble. Ok, d'autres questions, remarques? Moi, j'ai retenu aussi une chose, j'ai l'impression que le format hybride, c'est niette. Hein. C'est ou tout présent ou tout distanciel. Mais que tout distanciel, c'est pas forcément non. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je ne sais plus qui faisait les séances individuelles en présentiel, uniquement en présentiel. Nous, c'est plutôt, entre guillemets, l'inverse. Vu que le service de médecine vasculaire draine beaucoup sur l'arc alpin, on a des zones montagneuses où les gens ont du mal à se déplacer. Et en fait, dès qu'on touche à l'ETP, il n'y a pas de bon transport. Donc ces personnes-là, pour nous, pour le coup, c'est que du distanciel. Donc très souvent, on fait beaucoup les entretiens initiaux ou intermédiaires. On fait du téléphonique ou du distanciel. Et en effet, on va essayer de regrouper sur la même journée les ateliers pour que ces personnes-là viennent une seule fois pour avoir au moins 3 ou 4 ateliers sur une journée. Alors attendez, là, parce que vous avez dit quelque chose que j'ai entendu, je voudrais que vous répétiez doucement. Vous avez dit que les bons de transport, ce n'était pas possible pour le... Ouais, les bons de transport actuellement, du moins pour notre structure qui n'est pas hospitalière, le TP n'est pas reconnu comme étant... voilà. D'accord, donc c'est possible dans une structure hospitalière, mais ce n'est pas possible dans une structure non hospitalière. C'est comme ça? C'est pas autorisé à l'hôpital, c'est interdit. On vous écoute? Non, à l'hôpital, c'est interdit. Normalement, pour le TP, on n'a pas le droit de faire des bons de transport. C'est pas... Et juste, je peux me permettre, parce que on fait partie aussi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et les BEP, enfin nous, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ne nous autorise pas du tout à l'hôpital aussi de faire des BEP pour l'instant en distanciel. On doit les faire en présentiel. C'est pour être sûr que tout le monde sache. Le bilan éducatif partagé, pardon. Alors nous, bilan éducatif partagé. Il nous oblige en fait pour le financement, il faut qu'il y ait 4 temps obligatoires, dont 2 individuels et 2 en collectif. Et en fait, c'est parmi ces 4 temps, il faut au moins qu'il y en ait 2 en présentiel.
Donc on joue sur ça en fait en disant que les BEP sont en distanciel et